Vous êtes sur Sahel TV, voici les titres de cette édition. La nouvelle loi des finances a donné lieu à un échange vigoureux sur l'éducation. Le ministre des Finances s'est exprimé pour défendre son projet et le soumettre à l'adoption. Adoption également de l'accord limitant le réchauffement climatique. Bonsoir à vous tous. Nous ouvrons ce journal avec cette édition par ce débat autour de la nouvelle loi des finances qui a donné lieu à un échange vigoureux sur l'éducation. Certains députés rappelant la situation quelque peu chaotique du système éducatif. Alia Abbas nous fait le point. La discussion de la loi des finances 2016 ne pouvait pas passer sans qu'on parle de l'éducation en cette année dite année de l'éducation. Plusieurs députés sont revenus violemment là-dessus. Des gens qui n'ont pas vu la construction de plus de 80 écoles complètes avec 6 classes chacune et qui se justifient à juger à travers une classe mal construite à Al-Qaïra. Pourtant, le secteur absorbe à lui seul 44 milliards de ce budget. En Mauritanie, le système éducatif connaît des difficultés qui l'empêchent d'être performant. La déperdition scolaire se situe entre 33% et 50% à l'école primaire et 40% au secondaire. 82% des enfants qui interrompent leur cycle scolaire appartiennent au monde rural, alors que 74 d'entre eux sont des filles. On compte plus de 700 000 élèves et environ 4 000 écoles, dont 519 sont des établissements privés. 73 des écoles manquent d'infrastructures. Les livres scolaires ne couvrent que 40% des besoins en la matière. L'éducation reste cependant le pilier du développement, tout le monde le sait. Pourtant, le tableau reste noir malgré les efforts et les avancées réalisées ces dernières années, notamment en matière de consolidation des infrastructures pendant cette année dédiée à l'éducation. C'est le résumé de Alia Abbas, toujours au sujet du projet de loi des finances, près de 14 heures de discussion. Presque tous les députés présents ont eu droit à s'exprimer. Puis vient le tour du ministre des Finances qui devait défendre son projet. Et enfin l'adoption du projet. Mohamed El Mokhtar nous en fait le résumé. Pour la première fois, le projet de loi des finances a été voté par les députés de l'Assemblée nationale sans amendement aucun. C'est que la commission financière a réussi à faire retirer toutes les propositions par leurs acteurs, ce qui augure aussi de la cohésion des projets soumis aux discussions. Le projet de loi répond aux soucis de rigueur annoncés par le gouvernement. C'est le premier argument développé par le ministre des Finances dans son plaidoyer. Le budget de l'année 2016 a été adopté avec une hausse de près de 12 milliards d'ouguiya, soit 2,68% par rapport au budget de l'année dernière, soit 451 milliards 167 millions 622 000 ouguiya, 11 milliards 775 millions 422 000 plus que l'année 2015. Un budget qui est axé selon le ministre des Finances sur le renforcement des infrastructures, sur le soutien à la croissance, sans oublier l'amélioration de l'offre des services de santé et de l'éducation, la promotion de l'emploi, l'appui au développement agricole et à l'amélioration du cadre de vie des populations. Le taux de croissance en Mauritanie sera de l'ordre de 3,1%, alors que celui de l'inflation se maintiendra autour de 3,5%. Tandis que le taux de déficit sera plus bas que prévu dans la dernière loi des finances rectificative. La moyenne de couverture des réserves en devises de la Banque centrale sera pour l'année 2016 dans la fourchette de 6 à 9 mois d'importation. Les concepteurs de la nouvelle loi des finances comptent notamment sur l'augmentation de la production de la société SNIM grâce au lancement de la production du projet Gulb 2, permettant de rehausser la production en minerai de fer de 13 millions actuellement à 16 millions de tonnes avant la fin de 2016. À noter cependant que plus de 300 milliards du budget proviennent des impôts, alors que 261 milliards sont destinés aux investissements, donc aux nouvelles réalisations en matière des infrastructures. Au terme de 2 semaines d'intenses tractations, 195 pays ont adopté finalement ce samedi 12 décembre l'accord de Paris
Un accord universel et contraignant visant à contenir le réchauffement planétaire, marquant une étape historique dans les négociations climatiques. Fatoumata Soudaina, explication. Un accord différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant, c'est en ces termes que le président de la COP21, Laurent Fabius, a présenté l'accord universel sur le climat adopté par consensus par les 185 États partis à la conférence. Le texte, a-t-il ajouté, constitue le meilleur équilibre possible, un équilibre à la fois puissant et délicat qui permettra à chaque délégation de rentrer chez elle la tête haute avec des acquis importants. François Hollande a succédé à Laurent Fabius et à Ban Ki-moon à la tribune pour présenter cet accord universel, appelant à dépasser les dernières divergences et exigences pour adopter l'accord. Le chef de l'État français a prévenu: on ne sera pas jugé sur une phrase, mais sur un texte dans son ensemble, pas sur un mot, mais sur un acte. Pas sur un jour, mais sur un siècle. Il n'y aura pas de sursis possible. L'accord décisif pour la planète, c'est maintenant, a-t-il poursuivi. Plusieurs ONG se sont montrés toutefois assez critiques. Les pays à l'origine du problème ont promu trop peu d'aide pour les populations sur les lignes de front du dérèglement climatique, estime le directeur de Greenpeace International. Et c'est au terme de 2 semaines d'intenses tractations que les 195 pays ont adopté l'accord de Paris. Juste avant la séance plénière, le groupe du G77, qui regroupe 134 pays en développement et émergents, dont la Chine, l'Inde ou encore l'Arabie Saoudite, un groupe déterminant dans les négociations, s'était dit satisfait du texte, laissant peu de doute sur son adoption. Fatoumata Soudaina, dans les sociétés modernes, le téléphone portable est devenu une nécessité, un outil indispensable dans les relations à autrui. Cet outil facilite sans doute la vie des hommes, mais la complique parfois. N'est-ce pas, Fatoumata Dey? Nous sommes ici dans une classe d'une école quelconque de Nouakchott. L'attention des étudiants semble captée plus par les téléphones que par les explications du professeur. Les problèmes majeurs de ces outils de communication sont devenus inquiétants sur tous les plans. En effet, dans les établissements scolaires, les élèves et les étudiants sont obsédés par cet outil, et ce malgré l'interdiction des enseignants. Utilisé pour les calculs pendant les cours de mathématiques ou à des cours de littérature, voire même pour le plaisir, le téléphone portable est toujours présent dans les salles de classe, et ce, en présence des enseignants. Les applications sociales sont négatives pour les élèves, car pendant les cours, les filles utilisent leur téléphone et ne suivent pas les professeurs. Quand elles reviennent à la maison, au lieu de réviser leurs leçons, elles restent connectées sur des sites de communication sociale à des heures tardives. Ce qui d'ailleurs empêche la concentration de l'élève concerné. Celui-ci échappe aux explications de l'enseignant à force de se concentrer à son portable pendant les cours. Plus tard, ils chercheront dans l'Internet de quoi combler leur ignorance, mais est-ce suffisant? Les nouveaux moyens de communication sociale constituent un véritable obstacle pour les enseignants. Ils ont impacté négativement la situation des élèves. Avant l'arrivée de ces nouveautés, la relation entre les élèves et les enseignants a été très bonne. Mais maintenant, les élèves se réfèrent plus à leur téléphone qu'à leurs professeurs. Ce phénomène ne touche pas seulement les jeunes, mais aussi les adultes. Combien d'accidents ont été causés par l'utilisation excessive du téléphone? Combien de familles ont vu leurs liens rompus à cause de cela? Comme vous le savez, l'enfant est sacré dans notre pays, considéré par beaucoup comme un don, car il sera source de force, de travail et donc de richesse sociale et économique. Cependant, les enfants en Mauritanie manquent de protection et d'assistance due à la pauvreté et l'ignorance des parents qui, le plus souvent des cas, les empêchent de vivre et de grandir dans l'ignorance ordinaire de l'enfance. Mohamed Lamine Seydi. Le travail précoce des enfants de 5 à 14 ans représente 16% en Mauritanie selon les chiffres de l'UNICEF. La Mauritanie étant signataire de la Convention de l'OIT sur l'âge minimum de l'admission à l'emploi et de la Convention sur l'interdiction de travail des enfants, elle dispose elle-même d'une loi spécifique au travail des mineurs de moins de 14 ans.
Il y a aussi l'obligation légale d'envoyer les enfants en âge de scolarisation à l'école. Ces enfants, on les trouve sur les charrettes dans les différents quartiers de Nouakchott à vendre de l'eau ou à transporter des ordures ménagères. Dans les ateliers, garages et dans les chantiers de construction pour servir d'apprentis ou de manœuvres exerçant un travail physique hors de leur portée. Bien que ces enfants apportent un petit revenu à leur famille, ils s'exposent à tous les risques de déviation de la vie. Cette frange de la population facilement accessible pour mener de tels travaux est poussée par le besoin, l'ignorance des parents et la pauvreté. Le travail des enfants n'est pas seulement dû aux besoins, mais à la faiblesse du système éducatif, à la non-application des lois rendant obligatoire la scolarisation des enfants en âge d'aller à l'école. Le travail des enfants fait référence à tous les travaux susceptibles de nuire à la santé, au développement physique, mental, moral ou social, de commettre leur éducation en les privant de toute scolarisation et les obligeant à cumuler activités scolaires et professionnelles. Ces enfants plongés prématurément dans cette vie en pâtissent forcément au niveau psychologique, éducatif, physique, contrairement à leurs semblables normalement protégés. Ce reportage signé Mohamed Seydi. À présent, l'actualité internationale en brève et en images avec Fatim Fall. 2 policiers espagnols ont été tués vendredi dans une attaque à la voiture piégée revendiquée par des talibans à Kaboul. Le bilan provisoire fait aussi état de 6 blessés. L'explosion s'est produite en fin de journée à l'heure de pointe dans un secteur très surveillé, proche du quartier des ambassades et des ministères. La voiture piégée a explosé à proximité de la représentation diplomatique espagnole, laissant croire dans un premier temps qu'elle avait été prise pour cible. En réalité, les talibans affirment avoir visé une maison d'hôtes fréquentée par des étrangers. La Gambie, ex-colonie britannique de près de 2 millions d'habitants en Afrique de l'Ouest, est désormais un État islamique, a affirmé son président Yahya Jammeh dans une déclaration diffusée samedi par la présidence gambienne. Le destin de la Gambie est dans les mains d'Allah, le Tout-Puissant. À partir d'aujourd'hui, la Gambie est un État islamique, a déclaré le président Jammeh, qui s'exprimait jeudi à Beyrouth, à 25 km de la capitale Banjul, selon ses propos mis en ligne par la présidence sur son site. Nous serons un État islamique qui respecte les droits des citoyens, a-t-il confirmé en clôturant une tournée nationale. L'Arabie saoudite connaît un moment important de son histoire ce samedi 12 décembre. Pour la première fois, les femmes votent et sont éligibles à des élections municipales où 224 conseillers municipaux vont être consignés dans le royaume pour l'occasion. Plus de 900 saoudiennes se sont portées candidates, même si ce scrutin signe une avancée considérable dans un pays ultra-conservateur. Le scrutin du samedi 12 décembre a lieu près d'une campagne électorale. Le scrutin du samedi 12 décembre a lieu après une campagne électorale extrêmement encadrée en Arabie saoudite. Interdiction de faire apparaître le visage d'un candidat ou d'une candidate sur les affiches électorales ou encore interdiction d'un candidat homme ou femme de s'adresser à des électeurs de sexe opposé. Au Burundi, la situation est précaire, un peu plus de 24 heures après l'attaque vendredi à l'aube par les insurgés de 3 camps militaires, dont 2 dans la capitale, Bujumbura, et 1 en province. Les morts se comptent par dizaines dans les rues de Bujumbura. Selon des témoins et des journalistes, il serait au moins une quarantaine. Pour Shine Aman, représentant de la Croix-Rouge dans la capitale burundaise, il est urgent que ces corps soient identifiés et restitués aux familles. Fatim Fall, merci beaucoup. Du football avant de clore ce journal.
le tirage au sort de l'Euro 2016. L'équipe de France affrontera la Roumanie, l'Albanie et la Suisse dans le groupe A de l'Euro 2016. En leur qualité de pays organisateur, les Bleus étaient automatiquement qualifiés et assurés d'être la tête de série dans le groupe A. Dans le groupe B, on retrouve l'Angleterre, la Russie, les Pays-Bas, les pays de Galles et la Slovaquie. Groupe C, Allemagne, Pologne, Ukraine, Irlande du Nord. Groupe D, Espagne, Croatie, République tchèque, Turquie. Groupe E, Belgique, Italie, Suède. Groupe F, Portugal, Autriche, Islande, Hongrie. La Coupe d'Europe 2016 va se jouer du 10 juin au 10 juillet 2016. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle les principales informations. La nouvelle loi des finances a donné lieu à un échange vigoureux sur l'éducation dans notre pays. Le ministre des Finances s'est exprimé pour défendre son projet et le soumettre à l'adoption. Adoption également ce samedi de l'accord limitant le réchauffement climatique. Voilà, on se retrouve demain, mais l'information continue sur notre site www.sahel.tv. Bonsoir à toutes et à tous.